Bonjour à tous et bienvenue sur Monaco Info. Nous sommes le jeudi 28 juin. Voici les titres qui seront développés dans cette édition. Les retombées du Grand Prix de F1 2017 viennent d'être présentées par l'INSEE. Des fleurs pour les abeilles. Le souverain est allé à la rencontre d'élèves de l'école du Parc dans le cadre de ce projet. Le club des résidents étrangers de Monaco vient de fêter ses 8 ans. Nous irons à Tarragone pour suivre les Jeux méditerranéens avec aujourd'hui du tennis et de l'athlétisme. C'est parti pour la 13e édition du Jumping International de Monte-Carlo. Et enfin, votre Focus Info aujourd'hui sera consacré à la pépinière de la direction de l'aménagement urbain. Comme je viens de vous le dire dans les titres, le Monaco Economic Board vient d'organiser un petit déjeuner au Café de Paris où les conversations tournaient autour des retombées économiques du Grand Prix de F1. Vanessa Dessy était sur place. Il impacte l'ensemble des acteurs économiques de la Principauté. Le Grand Prix de Formule 1 est la manifestation la plus importante organisée à Monaco. Les retombées économiques au-delà des montants dépassent largement les seuls 4 jours de course automobile. Le Grand Prix de Monaco, c'est le Grand Prix de Monaco. C'est l'ensemble de la Principauté qui travaille pour ce Grand Prix, qui se reconnaît dans ce Grand Prix. Et on voit à travers les effets économiques que génère le Grand Prix, on peut trouver des parallèles avec l'ensemble de l'économie, aussi bien sur l'emploi que sur le nombre d'entreprises, que sur l'alimentation du budget de l'État par exemple, ou ce genre de choses. Les chiffres clés du Grand Prix, on a estimé à 90 millions d'euros les retombées économiques du Grand Prix. Mais tout ça participe donc au tissu économique de Monaco et on sait qu'on a à peu près 55 000 salariés quotidiens ici en Principauté, dont une partie vient travailler pour le Grand Prix puisque plusieurs entreprises se sont installées ici parce que le Grand Prix existe. Donc c'est juste une illustration. Le nombre de participants est estimé à plus de 200 000 sur la période du 25 au 28 mai 2017. De nombreuses manifestations se déroulent en marge des courses automobiles. Le public venant pour les Grands Prix, autrefois composé de passionnés, se diversifie depuis quelques années. Ce week-end prolongé représente donc un rendez-vous économique déterminant pour l'année. L'économie du Grand Prix, c'est très intéressant parce que, en définitive, disons qu'il y a presque deux économies. Il y a l'économie du Grand Prix lui-même et puis il y a l'économie que développe le Grand Prix autour de lui. Il s'est avéré auprès des restaurants, des hôteliers, que le Grand Prix pouvait faire jusqu'à 10% du chiffre d'affaires de l'année. Ce qui veut dire aussi bon Grand Prix, bonne année, mauvais Grand Prix, mauvaise année. Les retombées en termes d'image et de renommée sont difficilement quantifiables, mais l'événement offre chaque année une couverture médiatique à travers les 5 continents. La protection des pollinisateurs à présent. Le souverain est allé à la rencontre des élèves de l'école du Parc dans le cadre du projet des fleurs pour les abeilles lancé par l'Observatoire français d'apidologie. Retour sur cette opération dans ce reportage. Et ça. C'est un moment exceptionnel qu'ont pu vivre ces enfants de l'école du Parc, des élèves de 4-5 ans. Ils ont reçu une attention particulière du souverain qui est venu leur rendre visite. Le prince Albert II a pu découvrir le travail effectué par ces jeunes concernant cet animal indispensable pour la planète, l'abeille. Ils ont ensuite décidé symboliquement de planter des sachets de graines dans la cour de récréation. C'est un projet qui a été initié par la Fondation Albert II en collaboration avec l'Éducation nationale pour sensibiliser les enfants des écoles en général sur la protection des abeilles. Alors aujourd'hui, une classe a travaillé pendant quelques mois sur tout ce qui concerne la protection des abeilles et aussi sur un côté multidisciplinaire en ce qui concerne les abeilles. Donc ça va de l'histoire, l'abeille dans l'histoire, jusqu'à des productions d'art plastique, la construction de petites ruches et de petites maisons à insectes. Et ça va se concrétiser en fin de compte avec une plantation de plantes mellifères. Cette visite s'inscrit dans le cadre du projet des fleurs pour les abeilles lancé l'année dernière dans l'Hexagone par l'Observatoire français d'apidologie et qui s'est étendu à la Principauté cette année en partenariat avec la Fondation Prince Albert II. On protège ce qu'on aime.
Et pour aimer quelque chose, il faut le connaître. Donc c'est absolument nécessaire aujourd'hui de pouvoir sensibiliser les enfants dès le premier âge à l'importance des abeilles. Donc oui, c'est important. La jeunesse, c'est important. Mais c'est fondamental parce que je dirais, prenant mon exemple, qu'on n'a pas été éduqué dans ce cadre de sensibilisation aux problèmes de l'environnement. Et aujourd'hui, il est fondamental de le faire pour les jeunes générations. Et c'est elles qui, dans une certaine mesure, aideront aussi leurs parents, qui peut-être ne l'ont pas été non plus, à mieux appréhender ces problèmes et à être plus respectueux de la nature. Ceci pour préserver l'avenir de notre planète. Au total, 3000 sachets de graines ont été distribués dans les écoles monégasques, des sachets de fleurs des champs pour que les abeilles et plus généralement les pollinisateurs puissent continuer à butiner. Les enfants vont ainsi se transformer en ambassadeurs de cette cause animale. Vous faites peut-être partie de ses membres, le Club des résidents étrangers de Monaco. Le CREM vient de fêter ce mois-ci ses 8 ans. L'occasion d'en savoir plus sur son fonctionnement dans ce reportage de Sandrine Nègre et Sylvain Péroumal. Après 8 ans d'existence, le Club des résidents étrangers de Monaco poursuit ses objectifs en accueillant ses membres dans un cadre toujours convivial et chaleureux. Plus de 700 événements ont été organisés afin de favoriser et de créer des échanges qui vont se poursuivre avec un nouveau directeur. Je suis assez nouveau en principauté, je suis belge, on ne peut pas être parfait. Je suis arrivé il y a moins d'1 an ici à Monaco pour des raisons privées. Et à la base, je suis directeur des ressources humaines. Donc avant, je gérais des ouvriers dans les centrales électriques. J'ai eu la grande surprise et l'immense joie de rencontrer Louisette, avec qui on a eu une très très belle discussion ensemble. Et je crois que Louisette y est pour beaucoup pour le fait que j'ai accepté la fonction de direction. Parce que voilà, je crois qu'on connaît tous Louisette, c'est quelqu'un de très inspirant. Et en plus des challenges du club, c'était vraiment quelqu'un avec qui j'avais envie de travailler. Le club a été créé en 2010 avec le soutien du prince souverain et permet de nouer des liens sociaux, privés ou professionnels. L'objectif aussi, c'est de faire découvrir Monaco. Et donc aujourd'hui, on a plus de 40 nationalités. Donc c'est un club, par rapport à d'autres associations qui sont plus nationales, c'est un club très international, principalement quand même des membres européens, mais aussi des membres venant des États-Unis, d'Amérique du Sud, du Moyen-Orient. Donc voilà, un club très hétéroclite. Et puis on compte plus de 400 membres toujours aujourd'hui. Des membres qui avaient rendez-vous le 26 juin à l'hôtel Métropole pour célébrer le 8e anniversaire du CREM. Vous le voyez, en présence du prince souverain, président d'honneur du club. On passe au reste de l'actualité, c'est aussi en bref et en images. Muriel Bubiot, chargée de mission au département des affaires sociales et de la santé, à la tête de la commission d'insertion des diplômés, a effectué une visite cette semaine sur le site de Monacotech, l'occasion d'échanger avec ces jeunes créateurs de start-up. Il est l'heure à présent de faire le point sur les derniers résultats des Monégasques aux Jeux méditerranéens de Tarragone. En tennis, Lucas Catarina a conquis le public espagnol en se qualifiant pour les quarts de finale. Vous allez voir, ça n'a pas été facile. Reportage sur place d'Émilie Rousseau et Serge Prémont. Il avait fait forte impression en malmenant Raonic au dernier Rolex Monte Carlo Masters. Lucas Catarina a une nouvelle fois fait sensation sur la terre battue de Tarragone. Le Monégasque était opposé à l'Algérien Mohamed Maklouf en 8e de finale. Un adversaire à sa portée sur le papier mais qui lui a causé bien des soucis. Lucas est un peu crispé en début de rencontre. Quelques jeux d'adaptation seront nécessaires pour enfin commencer à faire bouger l'Algérien. Il remporte le premier set 6-3 sans montrer ses pleines capacités sur le terrain. Le deuxième sera une toute autre histoire. Alors qu'il mène 5-3 et rate une balle de match, le Monégasque offre des points à son adversaire qui en profite largement. L'Algérien gagne ce set 7-5. Tout est à refaire pour Lucas qui ne pratique pas son tennis sur sa surface de prédilection. Le tennisman devra en plus faire avec des crampes dès le début du 3e set et la chaleur de Tarragone. On le voyait perdre cette rencontre au vu de son état physique, mais c'était sans compter son mental d'acier. Alors qu'il est mené 5-2, le Monégasque arrive à renverser la partie en sa faveur. Il profite des fautes directes de son adversaire et fait parler son expérience.
Après plus de 3h30 de jeu et un tie-break, il l'emporte 6-3, 5-7, 7-6. J'aurais dû faire mieux au moment où je pouvais finir le match. Après coup, là je viens de sauver une balle de match, je perdais 5-2 au troisième, donc je peux aussi d'un côté m'estimer heureux d'avoir gagné. Donc je suis content et fier de moi d'avoir réussi à renverser le match malgré la fatigue et les crampes que j'ai eues au début du troisième. Voilà. Mais j'aurais pu faire mieux. Alors qu'une partie de lui n'y croyait plus, Luca Catarina a su faire parler l'une de ses plus grandes qualités, le mental, même s'il a laissé quelques plumes dans cette rencontre. Il était très stressé et voilà, il sentait pas bien la balle, il était tendu et malgré tout il a gardé une belle attitude, il est resté positif et ça c'était vraiment pas facile à faire. Et grâce à ça il a réussi à être devant, et bon, il n'a pas fini le match au deuxième set mais l'autre était vaillant, hein. C'est un joueur qui a bien joué hier aussi, donc on s'en méfiait, on savait qu'il était dangereux, donc le mec l'a amené au troisième set, on sait qu'il il a crampé pendant près d'une heure, hein. Pendant près d'une heure il marchait et il courait sur une jambe, il ne pouvait plus serrer la raquette, il avait des crampes aussi au bras et il a été héroïque même si le niveau de jeu n'était pas là. Voilà, ça lui permet d'avoir une chance pour demain et puis d'essayer de faire mieux et je suis convaincu que demain son niveau de jeu sera élevé. À 21 ans, Luca Catarina est tête de série numéro 1 sur ce tournoi, une pression pour le Monégasque qui fera tout pour revenir avec une médaille autour du cou. Rendons-nous à présent dans le stade de Tarragone pour les demi-finales du 100 mètres en athlétisme où Charlotte Afria finit 6e de sa course avec un temps plus qu'honorable pour sa jeune carrière. Regardez ce reportage monté par Véronique Rodriguez. L'athlétisme, une discipline dans laquelle Monaco se fait un point d'honneur d'y être représenté dans les grands événements sportifs. Pour ces Jeux méditerranéens, une athlète était alignée sur 100 mètres, la benjamine de la délégation, Charlotte Afria. À seulement 15 ans, la Monégasque connaît à Tarragone sa première compétition internationale. L'objectif est donc de s'imprégner de ce grand rendez-vous et d'engranger le maximum d'expérience pour le futur. Car Charlotte fait partie de la relève de l'athlétisme monégasque. En demi-finale, la protégée de Frédéric Chocard fait un bon départ, mais peine à trouver de la vitesse au fil de la course. Elle termine avec un chrono de 12,70 à quelques dixièmes de son record personnel. Je voulais faire mon record personnel, c'était vraiment mon objectif. Après voilà, j'ai enchaîné beaucoup de compétitions sur un mois, à peu près tous les week-ends, j'avais que des compétitions, donc là c'est vrai que c'est dur physiquement. Mais bon, je me sentais prête et tout, puis là, pas avoir fait mon record, c'est vrai que ça m'a déçue, c'est pour ça que j'ai pleuré, voilà, on va le dire. Mais non, après, la semaine prochaine, je repars au championnat d'Europe, j'aurai une nouvelle chance et je pars confiante. J'ai été contente de représenter les couleurs de Monaco et voilà, c'est cool quand même. Cadette première année, Charlotte a encore tout à apprendre, même si son potentiel est très prometteur. Sa déception après son 100 mètres s'explique par son caractère. La Monégasque a soif de réussite, un caractère bien trempé. Charlotte, elle est très combative, elle veut toujours faire mieux, toujours faire plus, toujours battre son record. Donc voilà, c'est l'expérience à apprendre qu'il faut. On ne peut pas toujours battre son record à toutes les courses, ça malheureusement, ce serait trop bien. Mais voilà, donc elle est très combative, elle veut toujours faire mieux, donc c'est un bon point. Mais après, il faut savoir calmer un peu les ardeurs et essayer de juger au jour le jour et de faire les courses les unes après les autres. La saison n'est pas encore terminée pour Charlotte puisqu'un autre grand rendez-vous l'attend. Elle participera au championnat d'Europe des moins de 18 ans la semaine prochaine dans le but de se qualifier pour les Jeux Olympiques de la jeunesse qui auront lieu à Buenos Aires en octobre prochain. Sport toujours, mais en principauté. Cette fois, c'est parti pour les 3 jours de compétition de la 13e édition du Jumping International de Monte-Carlo. Les premiers entrants en piste sont de jeunes cavaliers. La principauté est largement représentée, comme vous allez pouvoir le constater dans ce reportage d'Alexandra Pani.
Elles ont moins de 14 ans et ont à cœur de faire comme les pros. Ces 4 jeunes filles ont ouvert la 13e édition du Jumping International de Monte-Carlo jeudi matin avec cette compétition nationale où les obstacles atteignaient les 1 mètre de hauteur. Pas de chronomètre pour cette épreuve, seul objectif, finir dans les 74 secondes imposées et sans faute, contrat qu'elles auront toutes remplies. Allez, super. Ça s'est très bien passé. Elle a regardé un peu les barrières et tout, mais sinon ça allait, elle était bien. Comment on se prépare? Parce que j'imagine que ça change des concours habituels. Ouais, là en plus comme ça fait pas longtemps que je l'ai, et du coup j'ai dû venir tous les soirs après le collège et tout pour m'entraîner, parce qu'au tout début que j'ai commencé à m'entraîner, il y a un mois je sautais que des croix. Donc voilà, on a bien progressé. Parmi les 4 participantes, la principauté était largement représentée. 3 cavalières concouraient sous les couleurs du rocher. Ça fait plaisir de monter à Monaco quand tu es monégasque et que tu passes presque tous les jours devant. Tu te dis que tu galopes sur cette piste. Je trouve que ça s'est passé assez bien parce que c'était pas très gros comparé à ce que je fais d'habitude. Et ça m'a beaucoup amusé de faire comme maman cette année. Après leur belle performance, place aux compétitions internationales. Pas moins de 25 nationalités sont en lice dans les épreuves CSI 2 étoiles et les CSI 5 étoiles qui se dérouleront jusqu'à samedi. Des épreuves où les monégasques prendront part aux côtés des plus grands cavaliers internationaux tels que Scott Brash, Edwina Tops-Alexander ou encore le français Olivier Robert. Prochain grand rendez-vous pour cette 13e édition, vendredi soir, la Longines Pro-Am Cup qui réserve chaque année un beau spectacle. Et samedi soir, l'épreuve tant attendue du Grand Prix du Prince de Monaco, une épreuve qui compte pour le circuit Longines Global Champions Tour. On compte sur vous pour venir les encourager. Notre Focus Info aujourd'hui est consacré à la pépinière de la direction de l'aménagement urbain. Située à Saint-Laurent-d'Aise, elle fournit les différents massifs de la Principauté. Nous avons suivi les équipes de l'ADO du semis à la plantation. C'est un Focus Info signé Émilie Rousseau, Horacio Gaggino et Clélia Renaud. Des cyclamènes, des primes verts, des bégonias, des impatiences ou encore des roses. La liste est longue et il serait compliqué d'énumérer la liste des fleurs qui partent chaque jour de la pépinière de la direction de l'aménagement urbain. C'est ici, entre les lacets de Saint-Laurent-d'Aise, que se trouve la base des décorations florales de la section jardin de l'ADO. Il y a différents secteurs. Alors il y a le secteur décoration, où là, ce sont pour des événementiels, où il y a des plantes tropicales dans une serre et des plantes d'extérieur qui sont utilisées pour des manifestations. Après, vous avez le secteur production. Là, vous avez les serres de multiplication, où ce sont les jeunes plants issus de semis ou les jeunes plants issus de boutures. Après, vous avez les serres de produits finis. Et après, vous avez les extérieurs, c'est des plantes vivaces qui aiment plutôt le climat de la région, si vous voulez. Les lieux occupent 17 000 m², dont 5 000 m² de serres dédiées aux fleurs, dont la plupart sont créées en cellules. Alors les graines sont là et l'aiguille qui est là va saisir la graine. Une petite surface pour protéger la graine du dessèchement, puis un léger arrosage. Les graines, une fois semées, lèveront en 3 jours sous les serres ou dans une cellule de germination selon la variété. Cette chaîne de semis permet de fournir la principauté en géranium ou en d'autres variétés, un gain de temps pour les équipes de l'ADO. Actuellement, les jardiniers travaillent sur le quota d'été. Toutes les serres sont gérées par un ordinateur climatique qui coordonne notamment les écrans d'ombrage en fonction du temps. Les plantes sont arrosées grâce à une source ou à de l'eau de récupération. Le traitement est aussi écolo. Ces carrés bleus sont des indicateurs à moucherons qui décident éventuellement d'un traitement adéquat. Ici, vous avez, pour lutter, on ne fait plus de traitements chimiques, c'est des traitements de lutte bio. On pose des sachets où il y a des amblisus qui vont tuer les trips. Du semis à la plantation, il n'y a qu'un pas. Chaque jour, les camions de l'ADO approvisionnent la principauté pour livrer les différents secteurs ou d'autres entités monégasques telles que le Palais Princier, la Société des Bains de Mer ou encore la mairie. On prépare les rôles en fonction des fiches qui nous sont données.
Et des quantités, on les met sur les rolls vides et on les remplit et on les stocke ici en attendant que le camion les charge. Et pour une meilleure répartition, chaque roll est étiqueté pour connaître son secteur de destination. 40 000 à 45 000 plantes sortiront de la pépinière pour la saison estivale. C'est aux abords des jardins Saint-Martin que nous retrouvons le camion de la direction de l'aménagement urbain. La répartition est automatique, tout est préparé en amont selon les massifs et leur situation. Dès qu'arrivent les plantes, automatiquement on reprend toutes les prévisions qu'on avait faites. Et avec notre petit papier, on voit tant de plantes pour chaque massif et on dispatche. C'est une spécificité de la principauté. Les chefs d'équipe ont une liberté dans la composition florale, tout en respectant bien évidemment une harmonie de couleurs demandée par leurs supérieurs. Ce sont eux qui choisissent les plantes une année avant en se basant sur un catalogue. On a mis en place cette année des cahiers de fleurissement, un cahier de fleurissement par saison. Donc c'est une sorte de catalogue qui est proposé aux chefs d'équipe et ils doivent composer leur massif et réserver leurs plantes en fonction du catalogue qu'on propose et les plantes du catalogue ont été choisies avec le chef de culture. La principauté compte à ce jour plus de 400 massifs. Ces mains vertes ont l'habitude de composer. Tout n'est pas fait au hasard. Vous respectez une distance particulière parce que les plantes vont prendre de la place après quand elles vont grandir? Oui, tout à fait. Le bégonia, comme il va pousser très haut, il va pousser au moins à ce niveau-là et il va un peu s'étoffer. Il vaut mieux tenir un peu plus large que les autres plantes qui, elles, vont moins s'étouffer. C'est pour ça. En fait, la logique, c'est toujours le dégradé, la plus haute, moins haute, pour finir à une basse tout à fait en bas. Dans quelques jours, ces fleurs auront déjà pris de l'ampleur. Les passants pourront pleinement contempler le travail des jardiniers sans se douter un seul instant que ces plantes sont pour certaines made in Monaco. Quel temps va-t-il faire cette fin de semaine? Voici la météo. Vendredi, bonne nouvelle, retour du soleil, mais avec quelques nuages gris tout de même. Le beau temps sera ensuite au rendez-vous tout au long du week-end. Température estivale. Lundi, plein soleil également et un mercure compris de 19 à 26 degrés. Ce journal est terminé. Merci de votre fidélité. La suite de vos programmes sur Monaco Info. À très bientôt. Au revoir.